Bonsoir, bienvenue sous le baobab. Tu écoutes Parole de baobab, l'arbre qui parle, la sagesse qui reste. Ce soir, je vais te raconter une histoire qui fait mal à entendre, mais qui est trop souvent vraie. Celle d'un fils qui, une fois monté, a eu honte du dos qu'il a porté. Dans bien des villages, les anciens disent « Quand tu craches vers le ciel, n'oublie pas que ça finit toujours par retomber sur ton visage ». On verra, dans ce conte, ce qui arrive quand on humilie celle qui t'a porté 9 mois et t'a veillé des années. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour laisser un like. Ici, chaque conte porte une parole que tu peux emporter avec toi longtemps après la fin de la vidéo. Installe-toi sous le baobab, l'histoire commence. Il était une fois, dans un village de terre rouge au bord d'un fleuve paresseux, une femme nommée Aïssata. Elle n'était ni riche ni influente, elle ne possédait ni grand troupeau ni vaste champ, mais elle avait quelque chose que l'or ne peut pas acheter, un cœur large, solide, têtu comme la saison des pluies. Son mari était mort jeune, emporté par une fièvre que même les décoctions des vieilles ne pouvaient calmer. Il lui avait laissé un seul enfant, un garçon, Keba. Aïssata n'avait pas choisi d'être veuve, mais elle choisit d'être une mère. Le matin, avant même que le coq ne pense à chanter, on la voyait déjà aller au fleuve, une calebasse sur la tête, les pieds nus dans le sable froid. Le jour, elle travaillait dans de petits champs empruntés, gardait les enfants des autres, pilait le mil pour les familles plus aisées. La nuit, quand tout le monde dormait, elle recousait des habits déchirés à la lumière tremblante de la lampe. Tout cela pourquoi ? Pour que son fils ne manque ni de bouillie, ni de savon, ni de cahier. Car Aïssata avait une idée fixe. Son fils ne serait pas condamné à courber le dos toute sa vie comme elle. Elle se répétait « Mes mains sont peut-être pauvres, mais sa tête sera riche ». Quand Keba était petit, elle le portait sur son dos, bien serré contre elle avec un pagne, pendant qu'elle allait au champ. Quand il pleurait, elle trouvait toujours un chant, une histoire, une blague, pour faire revenir le sourire sur son visage. Elle économisait sur ses propres repas pour qu'il ait un peu plus de sauce dans son bol. Les autres femmes du village se moquaient parfois. « Aïssata, disait-elle en riant, si tu continues comme ça, ton fils va finir par monter sur ta tête. » Elle répondait simplement « Qu'il monte sur ma tête tant qu'il est petit. Le jour où mes yeux se fermeront, ce sera à lui de porter ce nom. » Le temps passa. Le petit Keba devint un adolescent élancé, au regard vif, au sourire éclatant. Il était rapide pour apprendre, surtout les chiffres et les histoires de commerce. Au marché, il aimait écouter les étrangers parler. Ceux qui venaient de la grande ville au-delà du fleuve, ceux qui parlaient des caravanes, des tissus fins, du sel, du cola, de l'or qui circulait loin, très loin. Un jour, un marchand de passage, impressionné par la manière dont Keba l'aidait à compter la monnaie et à ranger ses marchandises, dit à Aïssata « Ton fils a une tête de commerçant. S'il vient avec moi à la ville, je peux en faire un homme. » Ces mots tombèrent dans le cœur d'Aïssata comme la première pluie sur la terre sèche. La ville. Elle avait entendu parler de ces maisons à étages, de ces marchés immenses, des écoles où l'on écrivait sur des ardoises lisses comme le dos d'un poisson. La nuit suivante, elle ne dormit pas. Elle regardait le visage de son fils endormi sur une natte, sa poitrine qui se soulevait doucement. Elle se disait « Si je le laisse partir, qui sera là pour me porter l'eau, pour m'aider dans les champs? Et si la ville le dévore? Mais si je le garde, est-ce que je ne l'attache pas à ma propre pauvreté ?» Au matin, elle avait décidé. Elle appela son fils près du foyer. « Mon enfant, dit-elle, ton chemin ne s'arrête pas à ce village, tu dois voir plus loin que mes champs et mes calebasses. Si ton cœur est prêt, tu iras avec ce marchand, tu te feras un nom là-bas. » Les yeux de Keba brillèrent. « Maman, je te le promets, dit-il en saisissant ses mains rêches, je ne t'oublierai jamais, je reviendrai te chercher. Tu n'auras plus à porter de calebasse, tu seras assise et ce sont les autres qui te serviront. » Elle sourit, mais son sourire tremblait. Pour payer le voyage de Keba et lui acheter quelques habits dignes de la ville, Aïssata fit ce que peu de gens auraient osé faire. Elle vendit son dernier mouton, celui que son mari lui avait laissé, et quelques bijoux de mariage qu'elle gardait au fond d'une calebasse emballée dans un tissu. « Ce mouton, c'était ma sécurité, murmura-t-elle en le voyant partir avec un acheteur. Mais mon vrai avenir, il est dans le pas de mon fils. » Le jour du départ, le village entier s'était rassemblé. Le marchand ajusta le baluchon de Keba sur ses épaules, vérifia ses sandales. Aïssata serra son fils dans ses bras une dernière fois, longtemps, comme pour imprimer son odeur dans son cœur. « N'oublie jamais d'où tu viens, chuchota-t-elle à son oreille.
Là où tes pieds iront, mon nom ira avec toi. Keba s'éloigna sur le chemin de poussière, se retournant plusieurs fois pour faire signe à sa mère. Chaque fois qu'il se retournait, elle la voyait plus petite, mais toujours debout, main levée. Puis, il disparut derrière la colline. Les années passèrent. Dans le village, la vie continua, rythmée par les saisons, les fêtes, les deuils. Aïssata vieillissait. Ses cheveux noircis par le temps se parsemaient de fils blancs. Son dos se courdait un peu plus chaque année. Mais dans son cœur, il y avait une flamme qui ne faiblissait pas, l'attente. Chaque fois qu'un étranger arrivait au village, elle levait la tête, l'œil brillant, prête à demander « Tu viens de la ville ? Tu n'aurais pas entendu parler d'un jeune homme nommé Keba, fils d'Aïssata, veuve de Seydou ?» Parfois, on répondait non, et son cœur se serrait un peu. Parfois, un marchand disait « Ah, Keba ? Oui, il travaille dans la boutique d'un grand commerçant. On dit qu'il est intelligent, il compte vite, il parle bien, il réussit. » Ces mots suffisaient à la faire tenir une saison de plus. Dans la grande ville, en effet, la vie de Keba avait changé. Au début, il dormait dans l'arrière-boutique, sur une natte posée près des sacs de mil et des balles de tissu. Il balayait, il portait, il courait au marché, il observait les clients, il apprenait les prix, les habitudes, les ruses. Le marchand qui l'avait emmené vit en lui un esprit vif. Peu à peu, il lui confia plus de responsabilités. Tenir la caisse, négocier avec les fournisseurs, gérer l'arrivée des caravanes. Les années passèrent. Le marchand, vieux, sans enfant, finit par lui confier presque tout. Puis un jour, malade, il le fit appeler à son bêcher. « Keba, dit-il d'une voix affaiblie, quand je t'ai trouvé, tu n'avais que la poussière de ton village sur tes sandales. Aujourd'hui, tu es devenu mes yeux et mes mains. Je n'ai pas d'enfant. Toi, tu es comme un seul. Quand je partirai, cette boutique, ces marchandises, ces contacts, tout cela sera ton héritage. » Et c'est ainsi que ce fut. À la mort du marchand, Keba devint propriétaire de la boutique, puis il en ouvrit une deuxième, puis une troisième. Il se mit à fréquenter les grands du quartier, fonctionnaires, riches commerçants, chefs religieux. Il s'habilla de boubous plus fins, de tissus plus rares. Il s'acheta une maison espacieuse, avec une grande cour, des serviteurs, des jarres toujours pleines. Il finit par prendre épouse dans une famille aisée de la ville, une jeune femme belle et prière qui n'avait jamais connu la faim ni la poussière des longs chemins. Les soirées de Keba n'étaient plus celles d'un villageois, banquets, rires, palabres jusqu'à tard dans la nuit, invités qui vantaient sa réussite. Au milieu de cette nouvelle vie, un fil commença à se détendre doucement, le fil qui le reliait à sa mère. Au début, il envoyait des petites choses, un sac de mil, un pagne, un peu d'argent, confié à un voyageur. Puis, les années passant, les envois devinrent plus rares. Il se disait « Je suis occupé, je lui enverrai quelque chose quand j'aurai fini cette affaire, quand j'ouvrirai une nouvelle boutique, quand… » Et le quand ne venait jamais. Un jour, alors qu'il était assis dans sa grande cour, entouré de ses amis, l'un de lui demanda « Et ta famille de là-bas, au village, ils sont comment ?» Keba éclata d'un rire un peu trop fort. « Oh, le village, répondit-il d'un ton léger. C'est loin, tout ça. Là-bas, il n'y a que de la poussière et des histoires d'anciens. Ici, c'est ma vraie vie maintenant. » Sa femme, assise non loin, intervint, un sourire fin sur les lèvres. « Tu sais, mon mari, c'est bien de venir de quelque part, mais maintenant tu es quelqu'un de la ville. Il faut faire attention à qui on se lie. Les gens de brousse peuvent parfois nous embarrasser devant nos invités. » Ces mots glissèrent dans le cœur de Keba. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé penser un jour commença à s'installer lentement. La honte de ses origines. Pendant ce temps, au village, Aïssata affaiblissait. Ses mains tremblaient quand elle levait la calebasse. Ses pas étaient plus lents sur le chemin du fleuve. Parfois, les enfants l'aidaient à porter l'eau. Les femmes plus jeunes offraient un bol de bouillie les jours de grand marché. Mais elle gardait toujours la même phrase au bord des lèvres, disait-elle avec une fierté qui ne semblait rien entamer. « Mon fils est en ville. » Les années passèrent. Ses voisins commencèrent à murmurer « Aïssata se raconte des histoires. Si son fils se souvenait vraiment d'elle, il serait déjà revenu, ou au moins il enverrait quelqu'un. » Un matin, après une nuit où la toux l'avait empêché de dormir, Aïssata s'assit devant sa case, regarda le ciel, puis le chemin de poussière qui menait à la grande route. Elle sentit quelque chose en elle se lever, une force qu'elle croyait perdue. « Si la montagne ne vient pas à toi, disaient les anciens, c'est toi qui vas à la montagne, murmura-t-elle. Si mon fils ne peut pas venir, c'est moi qui vais le voir. » Elle rassembla ce qu'elle avait, un petit baluchon de vêtements propres, une calebasse, quelques pièces.
Elle vendit encore 2-3 objets inutiles, récupéra un peu plus d'argent. Puis, elle demanda à un marchand du village qui partait pour la ville de l'emmener. « Mère, lui dit-il, la route est longue, la chaleur est forte, et la ville n'est pas tendre avec les faibles. » Aïssata répondit avec un sourire fatigué, « Le dos qui a porté un enfant jusqu'à ce qu'il marche peut bien faire encore un chemin pour le revoir. » Le voyage fut éprouvant. Les journées de marche sous le soleil, les nuits au bord de la route, le dos d'une charrette parfois, mais à chaque pas, Aïssata murmurait « Je vais voir mon fils, rien ne m'arrêtera. » Enfin, un matin, la ville apparut à l'horizon, une mer de toits en terre, de minarets, de marchés bruissants. Le cœur d'Aïssata battit plus fort. Elle n'avait jamais vu autant de monde, autant de bruit, autant de mouvement. Guidée par son compagnon de route, elle arriva devant une grande maison aux murs bien enduits, avec une lourde porte en bois sculpté. Devant, des serviteurs allaient et venaient, portant des plateaux, balayant la cour. « C'est ici, » dit le marchand. « C'est la maison de Keba, le grand commerçant. » Aïssata sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle s'approcha de la porte, posa la main sur le bois lisse, comme si elle caressait le dos de son fils. « Mon enfant, » murmura-t-elle, « me voici. » Elle frappa doucement. Un serviteur ouvrit, la toisa de haut en bas. Une vieille femme en pagne simple, foulard délavé, sandales usées par la route, poussière collée à ses vêtements. « Tu peux m'aider » demanda-t-il un peu hautain. « Je suis la mère de Keba, » dit-elle simplement, la voix pleine d'espérance. « Dis-lui qu'Aïssata est là, il me reconnaîtra. » Le serviteur haussa un sourcil, surpris. Il connaissait le maître des lieux sous un autre visage, boubou riche, parfum, fréquentation de renom. Il n'avait jamais entendu parler de cette vieille femme au foulard froissé. « Attends-la, fit-il. Il alla prévenir le maître. Keba était dans sa cour, entouré de quelques notables de la ville, un plateau de thé à la menthe devant eux. On parlait affaires, mariage, alliance. Quand le serviteur s'approcha et se pencha vers lui, Keba fronça les sourcils. « Maître, dit le serviteur à voix basse, il y a une vieille femme à la porte. Elle dit qu'elle est ta mère. » Un silence tomba sur la petite assemblée, comme si quelqu'un avait soudain étouffé le tambour de la conversation. L'un des invités leva un sourcil amusé. « Ta mère » répéta-t-il avec un sourire narquois. « Nous ne t'avons jamais entendu parler d'elle. On croyait que tu étais un homme de la ville. » Les oreilles de Keba bourdonnèrent. En un instant, 1000 pensées traversèrent son esprit. Il revit le village, la case en banco, la calebasse, les mains cailleuses d'Aïssata, sa courbure, ses habits usés. Puis, il vit ses invités, leurs boubous impeccables, leurs sandales propres, les regards prêts à juger. La honte monta, acide. Il se leva brusquement, puis s'arrêta, hésitant. Il aurait pu courir vers la porte, prendre sa mère dans ses bras, la faire entrer, la présenter fièrement. « Voici la femme qui m'a fait. » Mais la voix du monde fut plus forte que celle du sang. Il dit au serviteur, « Tu es sûr qu'elle a dit « ma mère » ?»« Oui, maître. » Keba prit une grande respiration, sentit le poids des regards sur lui, puis dit avec un rire forcé, « Ces villageois, dès qu'ils voient une grande maison, ils se cherchent une parenté. Dis-lui qu'elle ne me connaît pas, qu'elle doit se tromper de personne, et renvoie-la. Ici, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. » Les mots étaient tombés, durs, irréversibles. Le serviteur hocha la tête et retourna à la porte. Aïssata attendait, les mains jointes, le cœur battant. Elle entendait les bruits de la cour, quelques éclats de rire, des mots qu'elle ne comprenait pas. Le serviteur ouvrit la porte juste assez pour qu'elle lui parle sans qu'elle voie l'intérieur. Le maître dit « Que tu te trompes », lança-t-il mal à l'aise. « Il ne te connaît pas, tu dois te confondre. » Les mots frappèrent Aïssata comme une gifle. Elle resta figée, la bouche entr'ouverte. « Comment ça, il ne me connaît pas ?» balbutia-t-elle. « Je l'ai porté 9 mois, je l'ai allaité, je lui ai appris à marcher. Je suis Aïssata, sa mère. Dis-lui. » « Mère, » coupa le serviteur, la voix plus dure pour se protéger. « Je ne fais que répéter ces paroles. Il ne veut pas te voir.
tu ferais mieux de partir. » La porte se referma lentement, avec un grincement qui sembla durer une éternité. Aïssata resta là, un moment, devant le bois fermé. Ses jambes tremblaient, son cœur cherchait une explication. « Peut-être qu'il est occupé, » murmura-t-elle, cherchant à se rassurer. « Peut-être qu'il a honte de me montrer ainsi, pleine de poussière, aux yeux de ses amis. Je vais attendre, il finira par sortir. » Elle s'assit au pied du mur, sur une pierre, son baluchon à ses pieds. Le soleil monta, frappa fort, la chaleur la fit transpirer. Des passants la regardèrent, certains avec curiosité, d'autres avec indifférence. Les heures passèrent. La porte resta fermée. Au coucher du soleil, affaiblie, la gorge sèche, Aïssata comprit. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu. Son fils avait choisi d'avoir honte d'elle. Elle se leva lentement, ses yeux secs de larmes qu'elle n'arrivait même plus à verser, se tournèrent une dernière fois vers la porte. « Mon enfant, dit-elle d'une voix brisée mais claire, je ne te maudis pas. Une mère ne maudit pas son sang. Je demande seulement à Dieu et aux ancêtres de te montrer un jour ce que vaut une mère. Que tu saches, dans ta chair, ce que ça fait d'être rejeté par celui que tu as porté dans ton cœur. » Puis, elle tourna le dos à la maison de son fils et disparut dans les ruelles de la ville, comme une ombre. Les jours suivants, Keba continua sa vie comme si de rien n'était. Il chassa l'image de la vieille femme de son esprit. Quand, parfois, elle revenait le hanter, il se disait « Elle n'aurait pas dû venir comme ça. Elle m'a mis dans une situation difficile. C'est de sa faute. » Mais le monde n'oublie pas ce qu'on fait à ceux qui nous ont tout donné. Peu à peu, sans bruit, la roue commença à tourner. Une première fois, ce fut une caravane de marchandises qui n'arriva pas. On parla de bandits, de tempêtes de sable, de pistes détournées. Keba perdit une somme importante. Il haussa les épaules. Un accident. Puis, ce fut un associé de confiance qui disparut avec une partie de son argent. Un client important fit faillite et ne paya pas ses dettes. Les marchés changèrent, les taxes augmentèrent, les routes se déplacèrent. Chaque coup, pris séparément, semblait supportable. Mais mis bout à bout, ils commencèrent à ronger la fortune de Keba comme des termites invisibles attaquant des poutres. Ses amis des grands jours, peu à peu, se firent plus rares. « Je passerai demain, » dit l'un. « Je t'enverrai quelqu'un, » dit l'autre. Demain ne venait jamais. Personne ne venait. Un soir, alors qu'il faisait ses comptes à la lumière d'une lampe, Keba comprit enfin l'ampleur du désastre. Là où autrefois les colonnes de chiffres étaient hautes comme des termitières, il n'y avait plus que des dettes empilées. Il sentit une douleur dans sa poitrine, une chaleur dans sa tête. Les jours suivants, la maladie le prit. Une fièvre s'abattit sur lui, le clouant sur sa natte. Il n'avait plus la force de se lever pour aller à la boutique, ni même pour manger. Sa femme, habituée au confort, supporta quelques jours de cette nouvelle réalité. Puis, voyant que la richesse s'évaporait, que les créanciers venaient réclamer leur dû, elle fit ses calculs. « Je ne suis pas venue ici pour mourir pauvre, » dit-elle un matin, en emballant ses bijoux. « Ma famille m'accueillera. Reste avec tes comptes et tes souvenirs. » Elle le quitta, le laissant à moitié conscient, la gorge sèche, le corps brûlant. Ses serviteurs firent de même, un par un. Plus de salaire, plus d'avantages, plus de raison de rester. Un soir, Keba se réveilla dans une maison silencieuse. Les jarres étaient vides, la cour déserte. Il essaya d'appeler. Sa voix n'était qu'un souffle. Il resta là, seul, avec pour seule compagnie le bruit de sa propre respiration et le grincement d'une fenêtre mal fermée. Ce fut un voisin compatissant qui, quelques jours plus tard, poussé par le silence inquiétant venant de la maison, entra et le trouva à demi inconscient. « Keba, tu n'as personne ?» demanda-t-il, effaré. Keba, dans un éclair de lucidité, murmura « Personne ». Le voisin alla chercher quelques femmes charitables qui lui donnèrent un peu d'eau, quelques bouillies. On murmurait dans le quartier « Comme le monde tourne. Celui qui recevait tant d'invités n'a plus personne pour lui tendre un bol. » Allongé sur sa natte, amaigri, Keba fixait le plafond. Dans le silence de sa maison vide, une image revenait, encore et encore.
celle d'une vieille femme en pagne, debout devant sa porte, les mains jointes, attendant qu'on lui ouvre. Il entendait sa propre voix dire « Je ne la connais pas ». Et la goutte de honte devenue rivière l'engloutissait. Quand il eut assez de force pour se lever un peu, il appela le voisin. « Aide-moi à rentrer au village », dit-il d'une voix rauque. « Je n'ai plus rien ici. Peut-être que là-bas il me reste encore un nom. » Le voyage de retour fut l'inverse de celui de son enfance. Autrefois, il était parti avec un baluchon de promesses et des yeux pleins d'avenir. Il revenait avec un sac vide, des vêtements usés, le dos courbé, les yeux pleins de regrets. Quand il arriva au village, les enfants le regardèrent avec curiosité. Certains chuchotèrent « C'est Keba, le fils d'Aïssata, celui qui est parti à la ville. » D'autres ajoutèrent à voix plus basse « On dit qu'il est devenu riche, puis qu'il a tout perdu. » La case d'Aïssata était toujours là, un peu plus penchée, un peu plus fatiguée, comme sa propriétaire. Il s'approcha, le cœur battant, plus fort que le jour où il avait quitté le village. Devant la porte, assise sur une natte, Aïssata était là. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, ses mains plus noueuses que les racines d'un arbre. Mais ses yeux avaient la même profondeur que le jour où elle l'avait vu partir. Quand elle le vit, elle ne se leva pas en courant, elle ne cria pas. Elle le regarda longuement, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Maman » murmura-t-il, la voix brisée, en tombant à genoux devant elle. « Maman, pardonne-moi. » Il posa son front contre la poussière, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai eu honte de toi. Là-bas, en ville, j'ai laissé entrer dans mon cœur des paroles qui m'ont dit que tu n'étais pas assez. Quand tu es venu, je t'ai renié. Je t'ai laissé au soleil, je t'ai laissé au bord de ma porte comme un mendiant. Et aujourd'hui, regarde-moi. Ceux pour qui j'ai eu honte de toi m'ont laissé tomber comme un baluchon vide. » Un long silence suivit, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau et le grincement d'une fenêtre mal fermée. Aïssata tendit lentement la main, posa ses doigts sur la tête de son fils. « Relève-toi, dit-elle. » Il leva les yeux, surpris de ne pas recevoir tout de suite des reproches, des cris, des malédictions. « J'ai entendu que tu disais que tu ne me maudissais pas, mais que Dieu me montrerait la valeur d'une mère. Maintenant, je sais. » Elle soupira. « Mon fils, une mère même blessée garde toujours un point de son cœur pour le pardon. Le jour où je me suis assise devant ta maison et que tu as refusé de me reconnaître, j'ai senti une douleur que je n'avais jamais connue. J'ai pensé que mon ventre avait porté un étranger. Mais je me suis souvenu de quand tu étais petit, de tes premiers pas, de tes premiers mots. Comment maudire cela ? » Elle caressa sa joue, rugueuse sous ses doigts. « Tu as fait ce que beaucoup font quand ils montent. Tu as cru que pour être grand, il fallait oublier d'où tu viens. Tu as eu honte de ta propre racine. Dieu t'a montré ce que ça fait d'être rejeté quand on a tout donné, pas pour te détruire, mais pour te réveiller. » Elle se tut un instant, puis ajouta « Si tu cherches une maison, elle est encore là. Si tu cherches un nom, il est toujours le mien. Si tu cherches un pardon, il est plus léger que tout ce que tu as porté sur ta tête. » Keba éclata en sanglots. Il posa sa tête sur les genoux de sa mère, comme lorsqu'il était enfant. Les jours suivants, on vit quelque chose de rare dans le village. Un homme qui, autrefois, se vantait d'être un grand de la ville, portant l'eau pour une vieille femme, coupant du bois, réparant une case en banco, labourant un petit champ comme le plus humble des cultivateurs. Certains se moquèrent d'abord. « Le grand commerçant est revenu pour être le serviteur de sa mère », dirent-ils en ricanant. Les anciens firent taire. « Vous ne comprenez pas », dit l'un, barbe blanche, yeux profonds. Un homme qui s'agenouille devant sa mère pour demander pardon se tient plus droit que celui qui parade avec une richesse sans racines. Avec le temps, Keba se fit une nouvelle réputation. Non plus celle d'un homme riche qui méprise ses siens, mais celle d'un fils qui a connu la honte, la chute, et qui a choisi de reconstruire en commençant par la base, le respect de celle qu'il a mis au monde. Sous le baobab, les anciens concluraient ainsi. Celui qui a honte de sa mère ne sait pas qu'il est lui-même la cicatrice de son ventre. Celui qui humilie ses parents creuse sa propre fosse. Mais celui qui revient, qui demande pardon et qui sert ceux qui l'ont servi avant, celui-là, même pauvre, marche avec des sandales de lumière. Regarde autour de toi.
Combien de Keba connais-tu? Peut-être que parfois, c'est toi. Peut-être que tu as déjà baissé la voix pour parler de ta mère, de ton père, de tes origines, de ta langue, parce que tu avais peur du regard des autres. Peut-être que tu as déjà laissé un message sans réponse, une visite sans suite, en te disant « je le ferai plus tard ». Et si ce plus tard ne venait jamais pour eux? Et toi, si tu te reconnais plutôt en Aïssata, celui ou celle qui a donné, donné, donné et qui a été oublié, rappelle-toi, tu as le droit de souffrir, mais ne laisse pas la haine te dévorer. Le monde tourne. Parfois, ce n'est pas à nous de montrer la leçon, c'est le temps qui s'en charge. Je te laisse avec ces questions. Si tu deviens riche demain, comment parlerais-tu de ceux qui t'ont nourri quand tu n'avais rien? Quand tu réussis, est-ce que tu élargis la table ou est-ce que tu changes de table en prétendant ne plus connaître tes siens? Merci d'être resté sous le baobab jusqu'au bout de cette histoire. Si ce conte t'a touché, dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà vu quelqu'un renier sa famille après avoir réussi? Comment cela t'a marqué? Abonne-toi à Parole de Baobab, laisse un like pour que cette histoire voyage et partage-la à quelqu'un qui peut-être est en train d'oublier le dos qu'il l'a porté. La prochaine fois, une autre parole sortira de l'ombre des anciens. En attendant, n'oublie pas, la richesse qui te fait oublier ta mère n'est pas une bénédiction, c'est une maladie.